Salut à tous, c'est Gilado pour Conseil de Pro, j'espère que ça va toujours. On s'était arrêté la dernière fois en cours de route sur la vidéo du Continuation Bet, on en était aux avantages de Nuts. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder de suite, je vous mets la vidéo en description sur YouTube. Vous n'en reviendrez que plus fort. Je vous rappelle juste quelque chose que j'avais précisé en début de première vidéo. C'est un sujet qui est très compliqué, il y a beaucoup de points qui demanderaient beaucoup plus de temps pour être abordés correctement, donc je vais vraiment les survoler, je vais faire des grandes généralités. Mon but c'est une fois de plus de vous donner des tendances, de vous donner des outils de compréhension, de vous donner des pistes de réflexion sur comment tel facteur ou tel facteur viendra influer notre strat de c-bet, mais je peux absolument pas en parler en détail de tous les spots, voilà, vous m'avez compris. Donc ce sera à vous ensuite d'approfondir le travail de votre côté. Alors, on va parler des facteurs ICM. Les facteurs ICM, je vais parler de deux situations qui sont récurrentes. Donc quand on a un stack dominé, c'est-à-dire qu'on joue contre quelqu'un qui a un stack qui est susceptible de nous mettre la pression. Donc en général, quand on dit ça, c'est plus d'une fois et demie notre stack et en gros on est couvert, quoi. Et aussi quand on a un stack dominant, donc quand c'est situation inverse, quand nous on peut mettre la pression à notre adversaire. Un stack dominé, j'ai entendu beaucoup de gens me dire ok, là j'ai un stack dominé, on subit la pression ICM, du coup je vais size down. Ça marche pas exactement comme ça. En réalité, ça va venir souvent diminuer nos fréquences de c-bet, tout simplement parce que on va avoir beaucoup plus de mal à call des check raise, parce que notre value range elle voudra value beaucoup moins fin. En fait, on va vouloir value des mains en général qui sont beaucoup plus fortes, donc même si ça va venir faire augmenter notre fréquence de check, ça va rarement venir, ça arrive, mais ça va rarement venir diminuer nos sizing, notamment aussi parce qu'on aura des ranges qui seront généralement plus fortes à un spot donné, même spot donné. Vous êtes, je sais pas, hijack, big blind, 40 deep, vous allez avoir une range beaucoup plus forte si vous avez un stack dominé hijack, quand juste dans une situation anti PV, vous allez ouvrir votre range hijack normal. Quand on a un stack dominant, là c'est le contraire, j'ai entendu beaucoup de gens me dire on a un stack dominant, du coup vilain peut rien faire, donc je vais size up, je vais utiliser des sizing de boucher parce que de toute façon vilain va fold à la fin et voilà. Là aussi ça marche pas exactement comme ça, même si en pratique c'est assez efficace. On a surtout tendance à augmenter nos fréquences de c-bet pour les raisons inverses en fait, parce que là vilain, vu qu'il est dominé, il peut beaucoup moins check raise lui-même, il peut beaucoup moins float, surtout hors de position. Des mains qui auraient été float en chip EV vont être des snap fold au flop, pardon. Et par contre les sizing, j'ai vu peu de situations où les sizing étaient vraiment size up. Déjà notre range de value elle a pas envie de size up une tonne en fait, parce que vilain va beaucoup moins call sous situation ICM. Donc notre range de value elle a quand même envie de se faire payer. Et aussi on a des ranges qui sont souvent plus larges, à contrario du spot de tout à l'heure, et nos bluffs accomplissent souvent la même chose d'un sizing à un autre, c'est-à-dire que la range de vilain est beaucoup moins élastique au sizing qu'elle le serait en chip EV, c'est-à-dire que des mains qui auraient besoin qu'on fasse quelque chose comme 2 tiers pot pour être fold en chip EV vont être directement fold sur un tiers voire un quart en situation ICM dans cette configuration là. Aussi, je vous donne juste une piste de réflexion sur le lead sous ICM, c'est quelque chose qui est censé exister et qui n'existe quasiment pas pour l'instant. Il y a beaucoup de boards dans des distribs où vilain prend beaucoup de pression ICM, dans des boards qui sont un peu compactés middle, que lui a mis, c'est que vous avez beaucoup hit, etc. Il y a une tonne de lead sous ICM en fait quand vous êtes stack dominant, et je vois très peu de monde le faire. Je vous place ça comme ça, regardez ça de votre côté parce que là une fois de plus c'est trop long, mais ça peut être intéressant pour gratter de lever en TF. On va maintenant parler des KO, ça rentre aussi dans le côté ICM, tant que j'y pense, la nouvelle mise à jour de Pio si ça vous intéresse, permet de solver le post-flop en prenant l'importance des KO, et ça c'est assez intéressant du coup. En gros, KO vous savez tout ce que c'est une prime sur la tête du joueur et ça vous donne une extra EV, une extra value à stack of vilain avec la meilleure main. Ok, donc admettons que votre adversaire a 100 000 jetons de départ, il a un bounty sur sa tête quand vous 25 000. Si vous gagnez un coup à tapis contre lui et que vous le couvrez, vous n'allez pas gagner 100 000 jetons, enfin vous allez gagner 100 000 jetons, mais vous allez gagner la valeur de 125 000 jetons. Ok, donc ça fait qu'en fait on a envie de value un peu plus large et un peu plus agressivement. Admettons que je vous prends un spot où votre bottom de, peu importe le spot, votre bottom de range de value à tapis river sur 3 barrels, ça sera top pair, top kicker en chip EV. Avec l'effet du chaos, ça peut devenir top pair
kicker 10 par exemple sur un board où le kicker rentre. Et ça c'est assez intéressant parce que ça va aussi faire venir size up certaines mains dès le flop, notamment des stack size entre 35 et 50 blinds, je dirais, c'est là où ça arrive le plus souvent, 35 et peut-être 55-60 blinds, c'est là où je l'ai vu le plus. Juste parce que vous avez des mains qui vont avoir pour mission entre guillemets de stack off vilain beaucoup plus souvent que elles devraient le faire en chip EV, donc en situation où vous n'avez pas de carreau. Ok, ça c'est assez intéressant, pareil pensez-y quand vous êtes en bounty, c'est sympa. Ok, on va maintenant parler de la volatilité des équités. Donc qu'est-ce que j'appelle des équités volatiles ou non? C'est des équités qui sont susceptibles de beaucoup changer ou qui vont rester plus ou moins les mêmes sur les turns et les rivers. En gros, voilà, les board logs, enfin A7-2, Roi 8-3, etc. Où quand vous avez la meilleure main flop, vous êtes quasiment assuré d'avoir la meilleure main river. Vous allez c-bet en général plus petit et en général plus souvent. C'est pas toujours le cas, c'est vraiment pas toujours le cas. Une fois de plus, ça reste des grosses généralités. Et il y aura beaucoup de contre-exemples. Mais voilà, et par contre vous avez des boards généralement un peu plus bas où non seulement vous, votre équité est susceptible de changer, mais les calls de vilains sont aussi susceptibles d'être moins nombreux sur les turns et les rivers, où vos bluffs auront aussi en général plus de jouabilité. Là vous allez vouloir c-bet beaucoup plus d'argent, où il y a, en fait vous allez avoir envie de mettre l'argent au milieu dès le flop, concrètement ça va être ça l'idée, et il y aura beaucoup plus de gros sizing sur ce genre de texture. Ok. Profil et réponse de vilain, ça c'est super important. Tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est bien parce que ça va vous permettre de construire des stratégies qui seront cohérentes et qui vous feront gagner de l'argent contre la plupart des gens. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'une fois que vous avez mis en place vos strats génériques, c'est super important de ne pas rester dedans, de ne pas rester ancré dedans et de savoir en dévier quand c'est rémunérateur. C'est-à-dire que je vous prends vraiment un exemple, un extrême pour que vous compreniez le truc, mais admettons vous avez une stratégie sur un board, voilà, vous êtes en train de c-bet range un quart parce que vous pensez que c'est la strat sur ce board. Et là je vous mets face à un vilain qui va check raise all-in sans blind 100% versus un c-bet. Donc dès que vous allez c-bet un quart, lui va systématiquement jam. C'est vraiment un extrême, mais ça n'arrive quasiment jamais. Mais en gros la strat du coup ça sera plus du tout de c-bet un quart, ça sera de c-bet juste toute votre value range qui pourra call un jam profitablement et de check back le reste pour réaliser votre équité. Voilà, ne restez pas ancré dans vos standards, n'hésitez pas à en dévier beaucoup, il y a plein d'exploits à faire sur la pop, il y a des gens qui check raise pas assez, donc on peut c-bet plus que on devrait c-bet, il y a des gens qui check raise trop, donc soit on c-bet moins, soit on call plus, peu importe, mais dans tous les cas il y aura toujours des adaptations à faire, même si c'est plus rare les gens qui check raise trop, mais voilà. Donc autant il y a besoin de bon sens pour construire sa range de c-bet, autant il faut garder ce bon sens pour savoir en dévier quand c'est important d'en dévier. Ok, on va passer à la conclusion, ça va être une grosse conclusion où on va rappeler tout ce qui est important de se rappeler in-game. Le bon sens, j'en parlais juste avant. Essayez, donc là maintenant que vous connaissez à peu près tous les facteurs et comment influent ces facteurs sur votre strat, essayez de savoir les prioriser. C'est un des trucs qui est très très dur malheureusement, mais c'est en gros qu'est-ce qui va driver le plus notre strat de c-bet. Est-ce que c'est le stack size? Est-ce que c'est l'avantage de range? Est-ce que c'est le fait qu'il y a de l'ICM ou non? Enfin voilà, faut vraiment être bon là-dedans et essayer de savoir qu'est-ce qui va driver le plus notre strat. Et il y a même pas mal de fois où on parlait tout à l'heure du profil de vilain, bah mine de rien, surtout sur les stakes où je suppose que vous jouez, c'est aussi quelque chose qui va être très très important au même titre que les avantages de range, etc. Alors, deuxième chose, attention au check range OP. C'est confortable en fait de check range parce qu'on se dit qu'on fait pas d'erreur, on se dit ok je check toute ma range, comme ça je laisse bouton jouer la sienne et moi il me reste encore des mains fortes à check call, check raise, etc. En fait vous perdez un peu de V à faire ça, vous laissez bouton surréaliser son équité et vous avec votre range de value qui va pas pouvoir check raise parce qu'elle est pas assez forte et qui du coup aurait pu de barrel mais va juste check call, vous allez perdre aussi de lever parce que ce qui va se passer c'est souvent que vilain va bet, vous allez call et du coup ça va faire soit check check turn, soit check bet turn, mais en gros bouton va pouvoir faire ce qu'il veut, concrètement c'est vraiment le mot, c'est il va juste pouvoir faire ce qu'il veut. Donc voilà, faites gaffe, essayez de vous renseigner sur le c-bet OP, c'est très important. Je vais faire la prochaine vidéo conseil de pro d'ailleurs là-dessus je pense. Ensuite, une fois que vous avez deviné que sur tel board il y aura une strat mixée, donc avec du gros sizing, du petit sizing et du check, va falloir trouver les combos que vous intégrez dans chaque
partie de cette range, comment cette range va être protégée aussi, c'est-à-dire juste pas mettre tous les combos forts dans la range big, pas mettre tous les combos faibles dans la range de check, etc. Faut mixer un peu tout ça, il faut avoir une strat non seulement cohérente, mais en plus difficilement exploitable par vilain, ok. Et ça, faut user une fois de plus de sa logique et pas prendre les choses linéaires. C'est pas ici, je vais bet les top pairs, plus le kicker va être élevé, plus la main est forte, du coup je vais plus bet top pair, top kicker que et top pair, kicker 2, je vais pure check. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Il y a des fois où ça marche comme ça, ça marche comme ça même assez souvent, mais il y a aussi des fois où il faudra se demander est-ce que votre main bloque les calls de chez vilain, est-ce que votre main bloque les check raise de chez vilain, est-ce que votre main bloque les bluffs de chez vilain après check aussi, ça peut être très intéressant. Vous avez peu d'intérêt par exemple à checker une top pair, enfin check back pardon, une top pair qui va bloquer les bluffs de vilain, parce que du coup, check back une top pair, l'argent vient de ses bluffs, donc naturellement, si vous voulez bloquer, c'est dommage. Voilà. Aussi, le fait de simplifier ses stratégies, c'est très important. On voit avec l'arrivée notamment de GTO Wizard, par exemple, des sizings de ces bêtes avec 4 sizing à dispo, 5 sizing à dispo par street. C'est très compliqué. Déjà qu'avoir une bonne stratégie mixée entre deux sizing, c'est déjà très dur. Cherchez pas à avoir 40 sizing par street. Plus vous serez clair sur votre stratégie, plus la stratégie sera simple, plus elle sera facile à appliquer et plus vous serez clair sur votre jeu de turn aussi. C'est-à-dire que vous saurez très bien, une fois que vous avez, je sais pas, 3 quarts le flop, quel combo vous avez à disposition sur tel turn. Alors que par contre, si votre range de big, elle se split entre overbet 3 quarts et 2 tiers, bonne chance, une fois que vous avez 3 quarts, bonne chance pour visualiser correctement quel range vous avez à disposition turn, surtout quand vous êtes en 12 tabling ou quoi, c'est infernal. Donc le fait de simplifier les strats, ça peut être que bénéfique en général pour un humain. Cherchez pas à roll des 20%, des 80% ou quoi que ce soit, c'est des trucs. Je vous dis honnêtement, moi, les seuls trucs que je roll in-game post-flop, en général, c'est 50%. C'est juste, quand j'ai les strats mixés, je roll 50 et le plus souvent ça marche. Donc cette main, j'ai envie de la bet 50% du temps, j'ai envie de la check 50% du temps. Même si en théorie, elle sera peut-être bet 35% du temps et check 65% du temps, c'est quelque chose qui c'est tellement pas important et c'est tellement dur à appliquer que juste autant gagner du temps, simplifier les strats au max et voilà. Aussi, bien se rappeler que c'est pas parce que vous avez fait une petite erreur au flop que ça peut pas se rattraper turn. On voit dans les solvers que les EV au flop sont souvent similaires entre tous les sizings. Bon, après, c'est parce qu'on joue contre un solver et que le solver va faire à peu près ce qu'il faut contre tous les sizings aussi. Il y a contre la pop, ça peut être différent. Mais en fait, ça peut se rattraper turn. C'est-à-dire que si vous avez, grosso modo, on sait pas exactement comme ça, mais si vous avez un size, le flop un peu trop small, vous pourrez regagner cette EV là en sizant plus cher la turn que vous aurez fait habituellement. Et juste le fait d'avoir des sizing small avec une main sur laquelle vous êtes censé avoir un sizing cher, ça fait que vous gagnez quand même de lever, même si vous en gagnez moins sur le moment donné, vous gagnez quand même de lever entre guillemets caché, au fait que vilain va un peu plus float ses backdoors, au fait que vilain va check raise un peu plus wide sa range de value, etc. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que je dis pas que ça sert à rien d'avoir plusieurs sizing au flop, loin de là, mais que même si vous avez été un petit peu imprécis sur un sizing flop, les EV peuvent facilement se rattraper de turn. Trop c'est bête, rarement sanctionné, ça c'est ce que je vous disais la dernière fois. En gros, c'est plus bénéfique, vu que les gens ne check raise pas assez, vu que les gens overfold encore sur ces bêtes, surtout sur sizing small, c'est jamais trop un problème de trop ces bêtes en MTT pour l'instant à la plupart des stack size, parce que justement on se fait pas assez punir, mais on sait jamais, ça peut changer. Là je fais cette vidéo en 2022, qui sait, si vous voyez ça dans 3 ans, peut-être que maintenant tout le monde check raise comme des dégènes et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on s'est bête, pourquoi pas. Mais en tout cas pour l'instant, c'est ok de trop c'est bête. En gros, il vaut mieux, quitte à choisir une erreur entre trop c'est bête et pas assez c'est bête, il vaudra toujours mieux trop c'est bête largement. Ok. Et dernière chose, attention versus les flats de small blind en late position et attention en fait, à partir du moment où vilain a une range compacte qui est quasiment plus compacte que la vôtre, attention à pas vous amuser à ces bet range tous les boards. Ça c'est aussi une erreur qu'on voit souvent, où juste ça fait open cutoff, flat small blind, et c'est des spots où il y aura peut-être, je sais pas, 40% de check pour cutoff ou quelque chose comme ça, et juste cutoff va bet automatiquement tous les boards comme s'il était contre big blind. Faut faire très attention à ça parce que ça peut vite vous faire drop de lever. Ok. Donc pensez bien, même dans les pots 3 bêtes en fait, pensez bien que vous n'êtes pas tout le temps contre big blind. Il y a beaucoup de joueurs qui font l'amalgame où en gros ils se disent que voilà, ils voient un spot contre big blind, je sais pas, ça vient roi 10-2,
et redisez-le contre Big Blind. On va dire qu'il y a des stack size où c'est bet range. Vous prenez par exemple, je sais pas, cutoff 40, vous allez c'est bet range peut-être. C'est pas parce que ce board est c bet range contre Big Blind qui va être c bet range contre toutes les poses de la table. Vous êtes en SB, vous êtes en train de 3, ou même en Big Blind, vous êtes en train de 3 bet bouton, ben, ça va pas être un c bet forcément automatique. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est chaque spot, essayer de réfléchir bien à chaque range en présence dans chaque spot, parce que chaque spot est différent, et il faut pas assimiler un type de board à un sizing ou à une strat particulière, parce que c'est pas parce que c'est ce type de board là, comme je disais, c'est multifactoriel, il y a plein de trucs à prendre en compte, et c'est pas parce que ça va venir ce type de board qu'il faudra se mettre ce sizing tout le temps, etc. Ça dépend de plusieurs choses, et il y a la plupart des erreurs que vous feriez dans vos strats de c-bet, ça sera parce que vous confondez en fait les spots, et parce que vous réfléchissez pas correctement à quel range vous avez vous, quel range a vilain. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez complet. C'est vraiment dur de parler de tout en 2 vidéos de 20 minutes. J'ai essayé de faire le max. Maintenant, si vous voulez des outils pour travailler votre strat de c-bet, il y a des trainers qui sont super efficaces. Et si je peux vous donner un conseil, si vous utilisez ces trainers, c'est pas juste de vous demander ce que vous faites avec votre main, mais c'est de vous demander ce que vous feriez avec votre range et à quelle fréquence. Et si vous avez aussi accès à des plateformes de coaching payantes. Il y a du très bon contenu. Je ne vais pas faire la pub pour certaines plateformes, mais vous avez du très bon contenu anglophone et francophone sur le strat de c-bet. Et voilà, n'hésitez pas à review vos tournois, à voir si vous êtes au point dans ces strats là, parce que c'est vraiment le deuxième plus gros fondamental probablement en MTT. Vous avez d'abord le préflop, et une fois que vous avez masterisé le préflop à peu près comme il faut, bah, vous vous attaquez au c-bet, quoi. C'est vraiment un des piliers de votre jeu, donc n'hésitez pas à passer un maximum de temps à le travailler. Voilà. Prochaine vidéo sur le jeu hors de position. Je pense que je vais essayer de vous faire un truc assez sympa qui sera en partie lié au c-bet. Et voilà, d'ici là, je vous dis au revoir, bon grind, bonne chance à tous.